Le repos est le premier pas vers la bêtise, nous disait Leibniz, c'est-à-dire c'est le moment particulier où je m'abrutis, je deviens abrupte, borné, limité. Ce qui veut dire que si je n'ai plus de désir, s'il n'y a plus d'activité en moi, si je ne sens plus, si je ne perçois plus ces petites perceptions qui, à un moment donné, lorsqu'elles sont plus audibles, vont orienter ma volonté et mes choix, parce que ma raison, bien sûr, interviendra, eh bien, ça sous-entend que si je n'ai plus rien à percevoir, je ne suis plus. Leibniz explique que la mort, c'est comme un long évanouissement, c'est ce moment particulier où la monade n'a plus rien à déployer. En cela, je rejoins ce que disait Philippe tout à l'heure, effectivement, quand nous sommes morts, finalement, ou quand nous sommes à ne plus rien désirer, c'est comme si nous étions déjà presque morts. Eh bien, Leibniz le disait aussi, et pour lui, il y a cette volonté de dire que le moment où nous percevons les choses, c'est le moment où la pleine conscience est possible. C'est pour ça que je disais qu'il fallait être en faction, parce que nous sommes un peu la sentinelle, un peu le lieutenant de nos actions. Quand je parle du lieutenant, vous l'avez bien compris, c'est une métaphore pour dire qu'il y a une pensée à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a une raison, bien sûr. Mais il y a aussi tout un ensemble d'affects qui peuvent toucher les individus et modifier leur comportement. En d'autres termes, pour ma part, ce que je voulais souligner, c'était que, certes, il y a le désir qui est le désir presque désordre, celui qu'il faut canaliser, parce qu'à un moment donné, bien évidemment, il devient pulsion, il devient tendance dévastatrice, ou il devient en quelque sorte celui qui me prive de ma liberté. Parce que, bien évidemment, plus je désire, plus mon désir me gouverne, ça pense à travers moi, eh bien moi je suis à maîtriser mes pulsions. Par contre, il est évident que lorsque je veux considérer que le désir, qui est cet élément premier qui suscite mon conatus, qui amènera plus tard à la volonté, une volonté qui ne sera que petite velléité au début, puis ensuite gagnera à se remplir, eh bien je sentirai qu'au fond de moi, il y a comme un fourmillement, dirait aussi Bergson, ce petit fourmillement de ma durée intérieure, qui fait que je suis déjà plein de l'avenir. Leibniz disait que la monade est déjà grosse de l'avenir, et Bergson disait que nous étions des, comment dire, faits de l'étoffe de la durée. Et il disait, la durée, c'est le progrès continu du passé qui gonfle en avançant et ronge l'avenir. Donc je suis ça, je gonfle en avançant et je ronge mon avenir à mesure que mon expérience, la totalité qui est en moi, me nourrit. Et cette totalité qui en moi me nourrit, crée ma volonté, suscite de la motivation, fait qu'à l'intérieur de moi, je suis toujours dans un mouvement pendulaire du choix que j'ai à faire. Que dois-je décider pour moi? Ma volonté prend forme, éclairée de ma raison, la droite raison d'un certain philosophe. Eh bien, je peux tendre effectivement vers un acte rationnel, mais où je satisfais en même temps ma volonté. L'inverse, vous l'avez compris. Soit je ne désire plus, et à ce moment-là, effectivement, eh bien, je sombre vers la fin. Soit je suis cet être de l'ennui, c'est-à-dire qui ne désire, ne rien désirer, et c'est possible aussi. On pourrait faire un détour par Schopenhauer. Soit je suis celui qui, bondissant, désire et désire encore davantage. Je crois que c'est le temps. Non, non, je pensais à Schopenhauer. À Schopenhauer. J'ai eu l'impression que je l'ai pas entendu. Tu as 10 minutes. Ah, ça va, alors, impeccable. Pour une fois, j'ai beaucoup de temps par mois. Donc, merci. Donc, je pensais donc à ce moment particulier donc du désir qui pourrait se lasser de lui-même, un désir qui se lasserait de lui-même et donc qui deviendrait ennui chez Schopenhauer. Et il est vrai que ce qui fait peut-être aussi la beauté de ces désirs multiples avec un S, eh bien, c'est le fait que nous oscillons en permanence entre cette volonté accrue, pour parler de Nietzsche, pour faire plaisir à Philippe, cette volonté qui est une volonté du surhumain, c'est-à-dire cette volonté de dépassement, eh bien, elle est aussi freinée par cette volonté du non-choix, j'ai envie de dire, puisque parfois aussi, nous sommes lestés, et comme nous sommes lestés, eh bien, nous n'avançons plus ou nous ne décidons plus, et c'est ce qui nous amènera à rester sur place. Il y a un bel exemple, d'ailleurs, pour ça, que suscitait ou provoquait Leibniz lorsqu'il parlait de l'âne de Buridan. Vous savez, cet âne qui est tellement âne, d'ailleurs, qu'il est au milieu de la route et qu'il a faim et il a soif en même temps, le pauvre. Et il a faim et soif, ce qui fait qu'il ne sait pas par quoi il va commencer. Boire ou manger. Et finalement, il mourra au milieu de la route parce qu'il n'a pas été capable de choisir. Pour la vie, c'est impossible, ça. Il y aura toujours, il dit, au fond de nous, une sorte de fourmillement intérieur. Il y aura toujours quelque chose qui apparaîtra, même si, pour le moment, tout est tapis dans notre intériorité obscure, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore la possibilité de savoir ce que nous allons vouloir tout à l'heure, mais c'est là, c'est en latence,
Et ça l'attend en quelque sorte qu'à se déployer, ou en tout cas à être excité de l'extérieur, soit parce que vous allez passer devant la vitrine d'une boulangerie bien achalandée et vous avez envie de vous jeter, ou avoir envie de vous jeter sur des gâteaux, ou à l'inverse, un Apollon traverse la rue. Ne vous jetez pas sur l'Apollon sans son autorisation quand même. Et malgré tout, le désir est bien là, c'est-à-dire que tant que nous nous sentons vivre dans cette animation-là, c'est-à-dire ce mouvement intérieur qui fait que nous ne sommes jamais dans l'immobilité absolue, eh bien nous pouvons aller guérir devant soi quelque chose qui viendra combler un manque. Alors ça nous renvoie bien sûr à deux possibilités. Si le désir est manque, justement, c'est parce qu'à un moment donné, effectivement, il y aura un rapport à l'imagination. La folle biologie, disait Malebranche. Alors l'imagination, c'est extraordinaire. Parce qu'avec l'imagination, on peut tout faire. Rappelez-vous, vous l'avez rencontré, il était magnifique. Beau, gentil, serviable, il vous invite au restaurant, il y avait les roses rouges, on se souvient ces choses-là. Et puis, non seulement il y avait les roses rouges, mais il y avait les parfums, il y avait toutes ces belles choses là, qui demandaient la relation magnifique. Et puis, petit à petit, le désir s'estompe un peu, on vit ensemble, il laisse traîner ses chaussettes au milieu du salon, voilà, y compris. Et là, ça devient un peu périlleux, l'histoire. C'est-à-dire que si on était dans l'étourdissement, eh bien, il y a une sorte d'oubli de cet étourdissement, et puis, petit à petit, on se rend compte que ce qui nous semblait extraordinaire, c'est pour ça que j'ai commencé en disant, le désir, parce qu'il m'a vu, il m'a reconnu, me donne l'impression d'être exceptionnel. Ben oui, ça me donne l'impression d'être exceptionnel, mais quand j'y pense après coup, je me dis, mais non, c'est dramatique. L'illusion que peut créer en moi le désir. Parce qu'au moment justement où il m'offrait des roses rouges, que je m'apprêtais pour qu'il me trouve la plus belle et la plus gracieuse des femmes en ce monde, eh bien je me rends compte que tous les amoureux faisaient la même chose. Au moment où nous nous croyons absolument originaux, nous sommes dans la banalité absolue. Donc il faudra continuer à offrir des roses. Mais malgré tout, il faudrait peut-être faire quelque chose d'un peu plus original pour se dépareiller finalement. Donc tout ça pour vous dire que on espère ce vertige, on le souhaite le vertige, que ce soit le vertige amoureux ou ce désir qui nous fait tendre vers demain ou vers plus tard, c'est-à-dire qu'on est toujours orienté dans le temps dans cette histoire. Et en même temps, lorsqu'on ne l'a plus, on est dans l'imaginaire. Il n'est pas là, il me manque, alors je l'imagine. Je l'imagine beau, bien sûr, je l'imagine lorsqu'il va rentrer, je l'imagine quand il va se déshabiller, je l'imagine lorsqu'il va m'offrir des fleurs, etc., etc. Et cette imagination travaille à mon fantasme. N'oubliez pas, le fantasme, c'est une sorte d'illusion. Vous savez, ces messieurs, quand vous regardez vos magazines avec des femmes, des entités, on va dire, à moitié dénudées. Ce ne sont que des fantasmes de papier, les enfants. Ne riez pas. L'illusion est là, c'est-à-dire que, bien entendu, elle est belle, elle est ravissante, elle est désirable, mais ça renvoie aussi à une deuxième dimension, c'est que le désir n'est pas forcément l'accomplissement. Et le fait que quelque chose puisse manquer et ne pas se concrétiser, ça peut être aussi source d'une certaine satisfaction. Oui. Donc, voilà ce que je voulais dire. Vous allez me faire des fleurs alors que c'est formidable. Dis-moi que c'est ma palette. Bon, voilà, tout ça pour dire que, vous voyez, on est parti sur l'idée qu'il y avait un désir qui pouvait nous permettre de vivre autrement, en tout cas sur un autre registre que celui de la vie ordinaire. On en était heureux, on en était enivré, puis on se rend compte que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas qu'un couple. Il y a aussi autour de nous tout un ensemble d'individus qui vivent et qui aspirent aussi à la vie heureuse. Bien sûr, on a dit qu'il y a le travail et les autres choses. Cette vie, elle se complique parce que nous désirons les mêmes choses et cette rivalité peut faire naître entre nous, bien entendu, un état de guerre de tous contre tous, donc une espèce de guerre qu'il va falloir contrôler par le contrat, nous dire ops. Et en même temps, quand on va chercher au fond, au cœur même de ce que nous sommes, c'est-à-dire au cœur de la monade, ben nous sentons que nous avons envie de sentir en nous vibrer les choses, se décliner sur un registre particulier de sensations que nous percevons petit à petit. Tout ça pour peut-être résumer en un mot la totalité de ce que j'ai dit. Finalement, le désir, c'est aussi le changement. C'est le changement d'état. C'est le changement dans le fourmillement intérieur. Parce que si je vivais ma vie toujours sur le même registre, sur la même tonalité, ce serait quelque chose d'absolument désastreux.
Donc j'appelle bien sûr le changement, j'appelle le désir, et bien entendu j'aspire à une vie plus ou moins tumultueuse, dans la mesure où bien sûr à chaque fois j'ai l'impression de maîtriser mes passions, parce que je suis un être de raison, mais en même temps j'aime bien aussi laisser filer mes passions, c'est-à-dire être capable en quelque sorte d'un manque de sagesse au regard de la philosophe que je dois être bien sûr, mais tendre à la philosophie ne veut pas dire qu'il faut être sage impérativement, et vous l'avez compris, ça sera au mot de la fin, je ne suis pas sage. C'est pas évident d'arriver après tout ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, avec votre permission, je voudrais enlever ma veste, en fait. Parce que ça va chauffer. Alors, j'en profite pendant qu'il se déshabille, pas complètement, pour rétablir un oubli scandaleux. Je n'ai pas présenté Laurent, je suis tellement persuadé que tout le monde connaît Laurence Banin dans la génération. Laurence est universitaire. Elle est directrice de Toulon, elle a écrit un nombre de considérables ouvrages, elle est directrice de collection. Je ne vais pas présenter sa bibliographie puisque ces derniers ouvrages sont sur le stand de la librairie Charlemagne. Donc c'est quelqu'un de merveilleux qui a écrit des ouvrages sur Tintin, sur le Petit Prince, qui a une façon de philosopher extraordinaire. Voilà. Alors quand on rappelle Enthoven, il est encore moins nécessaire de le présenter. Ses derniers ouvrages sont là, sauf le dernier qu'il a écrit avec son père, le dictionnaire amoureux de Marcel Proust, que je n'ai pas vu sur le stand, malheureusement, qui est un très très beau livre. Il anime le Gai Savoir sur France Culture le dimanche. Il anime Philosophie sur Arte, c'est là, je crois que vous avez interviewé Jean-François Mattei, non, je pense rien, entre autres, bien sûr, entre autres. Et c'est une formidable émission. Et puis il dirige la rubrique Le Champ des Signes dans Philosophie Magazine, que vous lisez, revue à laquelle vous êtes tous abonnés.